point, point de nous poursuivons avec le deuxième chapitre de ce cours. Il y en aura peut-être un troisième, mais ce n'est pas encore tout à fait sûr. Alors le deuxième chapitre, il est intitulé « Les villes nouvelles des Trente Glorieuses, de nouveaux partages de l'espace ». Les villes nouvelles des Trente Glorieuses, deux points, de nouveaux partages de l'espace. L'espace va être encore très très profondément réorganisé à la mesure de la réorganisation de la société qui est absolument considérable sur cette période. Je commence par quelques mots d'introduction. La première chose, c'est cette expression de Trente Glorieuses. Vous la connaissez, c'est celle que l'on doit à l'économiste français Jean Fourastier, qui publie en 1979 chez Fayard un livre dont le titre est « Les Trente Glorieuses, la Révolution invisible, 1945-1975 ». Le propos de Fourastier est simple. Il veut montrer qu'en 30 ans, dans l'après-guerre, la France est passée en fait du 19e au 20e siècle. La France de 1945, en fait, c'était encore la France du 19e siècle, une France qui n'avait pas eu vraiment la possibilité de se développer, de se moderniser, parce que la première partie du 20e siècle a quand même été plombée par deux guerres très sérieuses, donc 1945, mais en 1975, la société, l'économie, les grandes appartenances culturelles, les fonctionnements politiques, l'organisation des territoires, etc. La France, dans toutes ses dimensions, toute son épaisseur, s'était complètement modernisée. Fourastier a un beau truc d'écrivain pour nous donner ça à sentir. Il commence son livre en nous présentant un village. C'est l'objet du premier chapitre, en nous présentant un village français dans lequel presque toute la population active est agricole, dans lequel les femmes restent beaucoup à la maison, il n'y a pas de voiture, il n'y a aucun appareil domestique, il n'y a pas de télévision, il n'y a pas de réfrigérateur, il n'y a pas de fer à repasser, l'idée de vacances n'existe pas, les gamins ne vont pas à l'école très très longtemps, voilà. Et puis, deuxième chapitre, il nous présente un autre village. Il reste bien sûr des agriculteurs, mais beaucoup des personnes sont parties travailler à la ville et puis ont investi les professions intermédiaires, voire les métiers de cadre, l'enseignement, sont devenus des fonctionnaires, etc., etc. Les femmes ont accédé au salariat, les femmes ont toujours travaillé, bien sûr, mais elles n'accèdent au salariat que depuis, en fait, peu de temps. Tout le monde, tous les ménages ont une voiture, voire certains deux voitures en 1975. Toutes les maisons sont équipées d'un réfrigérateur, d'un congélateur, d'une gazinière, etc., etc. Il y a la télévision partout. Certains des ménages partent en vacances. Voilà, des ménages et un village en fait que l'on connaît, moderne. Et là où Jean Fourastier réussit son coup, c'est qu'il nous dit « Ami lecteur, je viens de te présenter le même village, séparé par les Trente Glorieuses. » Et cette expression des Trente Glorieuses et la révolution qu'elle indique, ça marche très très bien aussi pour les questions urbaines. Je voudrais le montrer avec un petit crowbar. Donc voilà Rennes, le centre-ville de Rennes. Et puis, je vais dessiner en fait les oreilles de Mickey. Ça marche bien sur Rennes. Ici, on a comme ça un premier quartier, non loin de l'université, qui s'appelle Maurepas, qui est, on va dire, au nord-ouest. Au nord-ouest, là où est implantée l'université, on a ce quartier qui s'appelle Villejean.
Au sud-ouest, il y a un autre quartier. Je fais des carrés parce que ce sont les 4 grands ensembles de Rennes. Donc les grands quartiers d'urbanisme de Dalles, de Bar et de Tours. Ce troisième quartier, il s'appelle Clenay. Et puis là, je vais faire un rectangle plutôt parce que en fait, c'est le plus gros des quartiers de grands ensembles de Rennes, dans lequel on a plusieurs entités. C'est vraiment un quartier très très important. On a ici peut-être une première partie qui s'appelle Bréquigny. Là, on a une autre partie, on a le Blône, etc. Et puis si on regarde dans Rennes intramuros, maintenant, eh bien ici, on a toute une grande rue de Brest, et puis un micro-quartier là comme ça qui s'appelle Bourg-l'Évêque, un quartier de centre-ville qui est composé des plus grands immeubles de Rennes, les plus hauts, les plus beaux aussi, c'est-à-dire qu'il y a un petit peu d'architecture, autant il n'y en a pas beaucoup sur les autres quartiers, autant à Bourg-l'Évêque il y a un peu d'architecture quand même. C'était du logement de standing quand il est sorti du sol. Voilà, on a donc un grand ensemble de centre-ville, et puis dans vraiment l'hyper-centre-ville, on a cet espace qui s'appelle le Colombier, grand espace, là aussi, composé d'un centre commercial, d'une dalle, c'est-à-dire, je reviendrai sur l'histoire de l'urbanisme de dalle, mais d'une dalle, c'est-à-dire un plateau sur lequel on construit, centre commercial, une dalle, de très nombreux bureaux, des immeubles de bureaux, et puis là aussi de très très nombreux immeubles d'habitation, et ils ne sont pas tous très, très chouettes, à chacun ses goûts, mais il y a quand même là aussi de l'architecture. C'est-à-dire qu'on a 2 grands ensembles qui sont plutôt pas mal. Voilà ce qu'on a aujourd'hui, et voilà ce que nous avions en fait à Rennes en 1975. Ce que je viens de dessiner, c'est le paysage de Rennes qui existe en 1975. Et bien maintenant, pour aller vers 1945 et comprendre aussi ce que veut dire les 30 glorieuses dans le domaine de l'urbanisme et de la transformation de la ville, eh bien, je vais enlever tout Villejean, qui n'existait pas en 1945. Je vais enlever tout Maurepas, qui n'existait pas en 1945. Je vais enlever tout Clenay, qui n'existait pas en 1945. Quand je dis que ça n'existait pas, on était à chaque fois sur des territoires agricoles, hein. Des vrais territoires agricoles avec des fermes et des vaches. Et puis je vais enlever toute la zone de Rennes Sud, la ZUP Sud, comme le disent les Rennais. ZUP, ça veut dire zone à urbaniser en priorité. C'est un décret de 1958. Et puis je vais enlever Bourg-l'Évêque, qui n'existait pas. Et puis je vais enlever le quartier du Colombier, qui n'existait pas. Et je me retrouve donc avec ça. Ici, là, à la place des grands ensembles, là-bas, il y avait, c'est pour ça que j'ai fait une petite fleur, il y avait des terrains agricoles. À la place de Bourg-l'Évêque, il y avait la rue de Brest, ou la rue de Saint-Brieuc peut-être, qui était à l'époque le quartier malfamé, c'est-à-dire le quartier de faubourg de Rennes. Traditionnellement, les faubourgs, je crois en avoir dit un mot la fois passée, les espaces de la délinquance, de la prostitution, des cabarets, des débits de boissons où viennent s'abriter les alcooliques, etc., etc. Donc voilà, c'était pas très joyeux. Et à la place du Colombier, du quartier Colombier, eh bien, il y avait 2 choses. Il y avait ici un quartier ouvrier, un vrai quartier ouvrier, et j'y reviendrai là aussi, au sens où je l'ai évoqué pour le 19e, quelque chose, un bâti de très très mauvaise qualité, un urbanisme vieilli, très mauvaises conditions de vie, etc. Et puis il y avait ici un terrain militaire. Voilà. Voilà ce qu'était la ville de Rennes en 1945 et j'ai montré ce qu'elle était en 1975. Et voilà pourquoi je retiens pour ma part cette idée la pertinence de cette période des 30 glorieuses dans le domaine économique, social et culturel, c'est le champ de Fourastier. Dans le domaine urbain, c'est ce dont nous allons parler. Un petit détail, mais qui n'en est pas un tout à fait. Fourastier prend les 30 glorieuses dans son domaine de 1945 à 1975. Ce sont les vraies 30 glorieuses. Pour ma part, je les décale un petit peu
et je dis que c'est plutôt 1952 à 1982. On retrouve les 50 ans, mais ils sont un peu décalés. Alors vous allez me dire pourquoi. Bon, il y a plusieurs raisons, mais je vais en donner une seule. C'est que, au sortir de la guerre, le gouvernement ne se préoccupe pas de suite de la question du logement et de la question urbaine, d'une manière plus générale. Le gouvernement relance d'abord la machine économique, et ce n'est qu'après quelques années qu'il va s'investir sur les questions urbaines. Voilà un peu pourquoi les 30 Glorieuses, elles sont un petit peu décalées. Et puis, bon, il y a d'autres éléments qui éclairent ce choix que j'éclairerai peut-être. En tout cas, vous l'avez compris, les 30 Glorieuses, c'est vraiment une période tout à fait exceptionnelle dans l'histoire de nos villes. C'est à ce moment-là, très précisément, que se mettent en branle les trois dynamiques sociales et territoriales qui sont encore les nôtres, qui sont encore pour nous en 2015 des enjeux très lourds sur le plan social, politique, de l'équipement des territoires, etc. Donc on a un espèce de moment fondateur qui est encore, qui n'est pas notre héritage, mais qui est notre présent. Alors pourquoi est-il notre présent? Pour trois raisons. Je vais revenir sur des choses que j'ai déjà dites. La première, c'est que c'est au cours des 30 Glorieuses que s'instaure et se développe la gentrification. On va le voir, je vais le raconter. Les derniers quartiers ouvriers des centres-villes dans la totalité des villes françaises, donc les derniers sont détruits. Et cette dynamique de gentrification, d'embourgeoisement, de retour en ville de populations qui ont des capacités économiques et de haut niveau culturel, cette dynamique, elle s'instaure, elle se développe, elle prend de la force. Je la préciserai bien sûr. La seconde chose très importante concernant ce moment, c'est la période de création de la totalité des grands ensembles de toutes les villes de France. Cette création, elle intervient en fait sur une période extrêmement limitée. On ne le sait pas toujours. Les grands ensembles sont créés en France entre 1955 et 1973. Voilà. Quand on se promène en France à travers les villes et qu'on voit l'importance de ces constructions, on a l'impression que c'est vraiment quelque chose qui a occupé les constructeurs pendant très très longtemps. Pas le moins du monde. Ça a été toujours extrêmement rapide. Très très rapide. Et première chose, et puis le second élément les concernant, et sur lequel je reviendrai beaucoup aussi bien sûr, c'est quelque chose qu'on ne sait pas non plus, le changement du peuplement des grands ensembles. Quand on les regarde aujourd'hui, quand on les visite, quand on regarde les chiffres extraordinairement nombreux dont on dispose les concernant, eh bien on sait que les grands ensembles sont les territoires de la relégation, ceux dans lesquels vivent les populations les plus modestes, voire les plus précaires de la société française d'aujourd'hui. C'est vrai. Ce que l'on ne sait pas, c'est que lorsque ces grands ensembles ont été livrés à partir de 1965, de 55, 1960, 1965, c'était des territoires très prisés, très demandés, et qui ont abrité une population favorisée. Je vous le montrerai avec des chiffres, mais dans certains grands ensembles, en 1965, les professions libérales, les cadres et les cadres supérieurs, et même les patrons, constituaient les occupants principaux majoritaires de très nombreux grands ensembles. Donc il y a eu un coup du sort qui a mené à la transformation complète de ce peuplement des grands ensembles, et puis à partir de là, au basculement de leur image et au basculement de leur statut dans la ville et dans la société. Nous reviendrons sur tout ça. Et puis la troisième dynamique, vraiment très importante aussi,
qui se met en place plutôt vers la fin des grands ensembles, c'est la périurbanisation. Cette diffusion des maisons-jardins sur les premières couronnes, puis sur les secondes, puis sur les troisièmes, puis sur les quatrièmes, puis aujourd'hui de plus en plus loin du centre des agglomérations. Alors sur les premiers temps, on ne parle pas de périurbanisation, tel que je crois le savoir, c'est un mot qui apparaît en 1979. Je ne l'ai jamais vu avant, et puis moi je le vois apparaître dans un certain nombre de publications que je pourrais donner le moment venu en 1979. Avant, on parle du pavillonnaire. Mais en tout cas, pavillonnaire puis périurbain, c'est une réalité qui se met en place, là aussi, au cours des Trente Glorieuses. C'est une réalité tout à fait centrale, je crois l'avoir dit en introduction, mais l'attention de nombreux observateurs, analystes, responsables politiques nationaux ou bien sûr responsables politiques locaux, les élus, est focalisée aujourd'hui sur le périurbain qui est un enjeu tout à fait central pour la société. Voilà un petit peu les trois points sur lesquels nous allons venir et puis nous attarder. Je vais passer un petit peu plus de temps, bien sûr, sur cette seconde partie, ce second chapitre par rapport au premier. Je dirais deux ou trois choses encore en introduction. La première, il faut l'avoir en tête, parce que ce n'est plus la réalité des jeunes gens de votre âge d'aujourd'hui, c'est que toutes ces transformations ont été conduites par un seul opérateur, l'État. L'État central, l'État jacobin, l'État-providence, un État qui était à la fois autoritaire, puissant, riche, disposant des pleines capacités législatives et de tous les moyens techniques. Je dis riche parce qu'il ne faut pas oublier qu'au cours des Trente Glorieuses, les taux de croissance annuels en France oscillaient entre 3 et 5,5. On est aujourd'hui à 0 depuis plusieurs années. Donc on était sur une France qui était riche et puis en pleine expansion économique. D'accord ? Donc l'État pouvait compter sur des moyens financiers vraiment très très importants. Donc c'est l'État qui a tout piloté et qui a piloté tout seul. L'État décidait tout seul. Les collectivités locales n'existaient pas. Plus exactement, elles existaient, bien sûr, il y avait des communes, et par exemple la commune de Rennes, la commune de Saint-Brieuc, et ces communes avaient des conseils municipaux, c'est-à-dire des tours de table d'hommes, pas de femmes, d'hommes, qui élisaient un maire. Et donc il y avait un maire. Mais ces maires des Trente Glorieuses n'avaient ni compétences réglementaires. La décentralisation n'est pas arrivée encore. Donc pas de compétences réglementaires. Aucune capacité financière, puisque la fiscalité n'était pas une fiscalité locale, mais une fiscalité qui était perçue directement et uniquement par l'État. Et puis, c'est peut-être le plus important, les maires n'avaient pas la possibilité de recruter des collaborateurs techniques. La fonction publique territoriale était squelettique et les concours de recrutement n'existaient pas, surtout pas permettant de recruter des gens qualifiés. Donc, le plus haut niveau de collaborateurs qu'un maire pouvait recruter, je crois que c'était quelqu'un disposant du baccalauréat. Donc évidemment, un niveau totalement insuffisant pour pouvoir mener les grandes transformations que j'ai très rapidement évoquées. Voilà. Et puis, donc voilà, trois grandes dynamiques très très fortes. Un acteur principal qui est en mesure de les prendre en charge. Et puis au final, une ville, on va le voir, qui se transforme de fond en comble, avec une société qui, elle aussi, se transforme de fond en comble par rapport à aujourd'hui, ne serait-ce que sur un indicateur. Je le donne tout de suite parce qu'il faut l'avoir en tête pour comprendre peut-être ce qui va suivre. Les taux de chômage au cours des Trente Glorieuses se situent entre 1,2
pour le plus fort, est 0,8 ou 0,5, c'est-à-dire que le chômage n'existe pas. Il n'y a pas de chômage. Même pas de chômage frictionnel. C'est une période de plein emploi. D'accord ? C'est vraiment très, très, très important. Voilà pour l'introduction, assez rapide, et puis j'attaque d'emblée un premier point